L'objectif final de cette étude, c'est d'établir une cartographie des métiers de l'industrie ferroviaire à l'horizon 2030. Et pour ce faire, nous avons réalisé donc un état des lieux de la filière, de l'industrie, et élaboré des perspectives à l'horizon 2030, donc des scénarios. La demande pour l'industrie ferroviaire provient de l'évolution de la demande en transport, d'une part, et deuxièmement, de l'évolution de la part modale du ferroviaire, d'autre part. Globalement, sur les 10 dernières années, donc je rappelle 2011-2019, selon l'OCDE, on va dire, l'évolution de la demande mondiale en transport est de l'ordre de 3,4% par an, en taux de croissance annuel moyen. Elle est intégralement corrélée à la croissance du PIB mondial, qui est pour cette même période de 3,3% par an. Bien, on est sur une dynamique de croissance de 3%, donc qui est relativement correcte et qui permet finalement à l'industrie ferroviaire d'avoir une visibilité à moyen terme relativement bonne sur ses charges, d'autant plus que l'OCDE, dans ses perspectives à beaucoup plus long terme, à l'horizon 2050, prévoit une poursuite de la croissance du transport de l'ordre de 3% par an. Le transport ferroviaire au sein du transport au global, on va distinguer le transport de marchandises d'une part et le transport de voyageurs de l'autre. Le transport de marchandises au niveau mondial croît de l'ordre de 3,4% par an, ce qui est quand même une bonne moyenne, alors que le transport de passagers évolue très favorablement, en tout cas dans les pays en voie de développement, de l'ordre de 4,7% par an, en croissance annuelle moyenne. Un peu plus faiblement dans les pays dits matures, de l'ordre de 2,5 à 2,6% par an. En Europe, pour le transport ferroviaire, on est sur une croissance annuelle moyenne de 2,5% par an pour le transport de passagers, sur la période 2015-2018. Et pour le transport de marchandises, on est sur une croissance un peu supérieure, à 4,1% par an sur la même période, avec deux éléments quand même qu'il faut retenir. C'est que d'une part, sur le transport de passagers, on est sur une part modale qui s'établit à 7,8%. Donc relativement faible, mais qui s'accroît sur la période, alors qu'à l'inverse, pour le transport de fret de marchandises, on est sur une part modale bien supérieure, de l'ordre de 18,7%, mais qui a tendance à s'éroder légèrement sur la période. Ces chiffres sont plutôt corrects et, de notre point de vue, seront en évolution favorable d'ici quelques années, dans la mesure où on est sur une politique de transport décarboné, mise en place par l'ensemble des gouvernants européens. En tout cas, c'est une volonté de l'Union européenne. Il faut se souvenir quand même que les transports en général produisent entre un quart et 30% des gaz à effet de serre en Europe et qu'à l'intérieur de ces émissions, le transport ferroviaire n'en procure que 3%. Pour nous, les perspectives de l'industrie, elles sont plutôt bonnes dans la mesure où elles sont nécessairement liées à la demande en transport qui va évoluer favorablement pour ce qui est des transports ferroviaires, comme on l'a indiqué précédemment. Toutes les études de marché, en tout cas, montrent qu'on est sur une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 2 à 3%, que ce soit en termes de segments d'activité ou que ce soit en termes de segments géographiques. Dans le cadre de cette demande croissante pour les industries ferroviaires, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que nous avons la création d'un mastodonte, on va dire, chinois, à l'issue donc de la fusion de deux entreprises nationales qui ont donné naissance à CRRC, donc le fabricant chinois de matériel ferroviaire de référence. Son chiffre d'affaires est équivalent au cumul du chiffre d'affaires des trois historiques que sont Siemens Transport, Bombardier Transport et Alstom Transport. L'arrivée sur le marché de CRRC n'est pas pour demain, en tout cas de notre point de vue, sur le marché européen. D'une part parce que sur le marché chinois, il y a une très forte demande poussée par les volontés du Parti communiste chinois et de son gouvernement pour développer les lignes grande vitesse, les métros, le transport de fret, etc. Donc il est déjà très occupé sur son marché propre. Là où les concurrents européens que sont donc Siemens, Bombardier ou encore Alstom, vont retrouver CRRC, c'est sur les grands marchés traditionnels à l'export, que sont l'Afrique, l'Asie, voire l'Amérique du Sud. Les conséquences finalement de la construction de cet acteur majeur, qui devient majeur au niveau du ferroviaire, c'est la réouverture finalement d'une politique de concentration de l'industrie ferroviaire, et en particulier européenne.
À titre d'exemple, on rappellera l'acquisition d'Invensys par Siemens, l'acquisition d'Ansal Breda en Italie par le japonais Hitachi, et puis la toute récente acquisition de Bombardier Transport par Alstom. En France, il y a deux événements qui ont marqué l'environnement ferroviaire un peu avant la crise du Covid. C'est le vote de deux lois, la loi Pacte en 2018 et la loi LOM en fin d'année 2019. Ces deux lois, elles avaient pour la première l'intention de reconfigurer un peu l'environnement concurrentiel, on va dire, avec l'ouverture à la concurrence des lignes LGV, des lignes TER et à plus ou moyen terme des lignes de transport urbain. Une transformation assez significative de la SNCF en tant que telle. Et pour ce qui est de la deuxième loi, elle était principalement focalisée sur la transition écologique. Et donc comment rendre finalement les transports plus propres au travers donc le développement de la régénération du réseau ferré, du développement de nouvelles mobilités urbaines, au travers du développement des tramways par exemple, ou le développement de nouvelles technologies visant à une combustion propre des motorisations. Alors cette première loi pour l'industrie ferroviaire en tant que telle, on va dire, elle permet de sécuriser finalement les ambitions de régénération du réseau ferré français, qui était devenu assez obsolète, avec des sommes consacrées relativement significatives et en hausse, et qui donnent des perspectives finalement relativement correctes et même très bonnes pour les industriels d'installation de voies, de fabrication de rails, d'aiguillage à l'horizon 2025-2030. La loi LOM, elle est un peu plus englobante puisqu'elle traite de beaucoup de sujets, mais pour ce qui est du ferroviaire, ce qui est notre sujet, on va dire qu'elle permet aussi donc la réaffirmation de ce qui avait été décidé un an plus tôt, ce qui est toujours important dans ces contextes. Et puis elle inscrit de nouveau, peut-être pas pour la période 2020-2025, mais en tout cas pour la période d'après, 5 lignes nouvelles à construire d'ici 2030, qui donnent là aussi des perspectives assez claires pour l'industrie ferroviaire. La filière en France, c'est globalement, on va dire, 200 000 personnes qui travaillent aussi dans les ateliers de maintenance de la SNCF et de la RATP, mais nous, on s'est concentré sur la partie qui dépend de la convention de la métallurgie et plus quelques SS2I qui travaillent dans l'ingénierie et la signalisation. L'état des lieux de la filière est plutôt correct, puisque sur les 20 dernières années, on est sur une augmentation de l'emploi salarié, ce qui est quand même assez rare dans l'industrie aujourd'hui en France, pour le noter. Et qui plus est, les perspectives d'activité sont très bonnes, puisque les plans de charge des usines à l'horizon 2022-2023 sont quasiment chargés à 100%. Nous avons établi 3 scénarios pour les 4 secteurs d'activité de la filière ferroviaire, que sont l'infrastructure, la signalisation, le matériel roulant et les équipements. Ces 3 scénarios, on est plutôt confiant dans nos conclusions à l'horizon 2025. Ils sont tous en croissance et à l'issue de la crise Covid, on a retenu pour certaines activités, en particulier pour le matériel ferroviaire et les équipementiers, le scénario le plus prudent. Les scénarios les plus prudents pour le matériel ferroviaire et les équipements restent en croissance de l'ordre de 1,1 à 1,9%. L'incidence du Covid sur les commandes. La première chose qu'il faut quand même souligner, c'est que tous les opérateurs du ferroviaire ont des difficultés. La première des difficultés, c'est la baisse de la fréquentation, faramineuse. La deuxième difficulté, c'est que ça engendre des pertes assez importantes, mais qui seront en partie couvertes par l'État, c'est son engagement. Et au final, ce qu'on va constater, c'est qu'il y a très peu, ou même quasiment pas d'annulation de commandes aujourd'hui. Il y a des reports des appels d'offres, d'ouverture d'appels d'offres, d'enveloppes, etc. Mais en tout cas, on est relativement confiant sur les scénarios, même les plus prudents, qu'on a pu réaliser en période pré-Covid.